Bonjour Léa, Bonjour. comment tu vas? Bien et vous? Eh bien, alors on va poursuivre ce que je n'ai pas eu le temps de terminer la dernière fois, mais comme ça, à chaud, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'on a vu? Oui, on avait vu des deux types de manifestations pour Oui, commencer. et lesquels? J'entends des feuilles se tourner là, tu relis pas ton cahier, hein? Ah non, non, je suis en train d'enlever justement mon cahier. Ah, c'est bien. Bon, alors, c'était quoi les deux types de mobilisation? Conventionnel et non conventionnel. Très bien. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'on a vu en dernier? Tu sais, on a vu une image d'un vieux monsieur un petit peu dodu. Tu t'en rappelles ou pas? Non, ça me dit rien. Un militant, si, on l'a vu, mais je pense que tu as oublié. Tu Euh, te rappelles pas, la CGT? Ah si, si. Alors, et qu'est-ce que ça avait donné? Euh, Tu sais, en fait, on s'était arrêté précisément à comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques. Tu sais, on avait fait un lien entre diplôme et engagement. C'est le oui, dernier point. Et tu m'avais donné une remarque très pertinente en me disant, bah oui, mais on voit quand même que en fonction des études qu'on a pu faire, bah, on va avoir un taux d'engagement associatif qui va, si tu veux, être corrélé par rapport à si on a fait un CAP, BEP, bac enseignement supérieur. Voilà, ça, on s'est arrêté sur ça. Je vais arrêter la torture, donc je vais te projeter le diapo, pas que ça soit trop douloureux. Alors, on revient sur ce qu'on a vu. Donc, on s'était arrêté là précisément. Voilà. Tu t'en rappelles? oui, Alors, maintenant, on va faire un petit exercice, puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois. Sur ce même document, je vais te demander de me faire une lecture d'une donnée. Tu sais, c'est un exercice qu'on vous demande parfois en E3C. Tu sais ce que c'est les E3C ou pas? oui, c'est l'épreuve composée. Voilà, c'est l'épreuve composée. Souvent, c'est une question sur 2 points, 4 points, pardon, mais elle est quand même importante. Alors, peux-tu me lire la donnée 21? Hmm, Une belle lecture. Ça, c'est pas mon point fort, les lectures. Ah, mais c'est important. Euh, Selon les Prends ton temps, prends ton temps. Alors, selon l'évolution de l'engagement bénévole associatif en France de 2010 à 2019, 21% de personnes ont passé le bac, ont obtenu le bac. T'es sûr? Euh, Ça fait pas beaucoup quand même, 21%, hein. oui. Parce que, attends, peut-être que je me suis trompé, que j'ai mal entendu. Tu m'as dit 21% enfin, des élèves ont obtenu le bac et se sont engagés associativement. C'est ce que tu as dit ou pas? Non, on choisit plutôt la filière, enfin, une filière générale. Non, Ah c'est... non, ça ferait peu quand même. Oui. Ça ferait peu d'élèves. Non, mais c'est pas grave. Mais alors, la lecture, qu'est-ce que ça aurait pu être? Déjà, comment on commence une lecture? On commence par quoi? En bas, Selon, là. Non, mais ça sort d'où? Ça, c'est moi qui l'ai inventé, ces données. Ça sort d'où? bah, c'est euh, enfin, la référence du document. Oui. Tu sais, elle est pas là pour rien, hein. Alors, on pourrait dire, d'après l'ouvrage, on suppose que c'est un ouvrage, hein, c'est pas une BD. D'après l'ouvrage L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France 2010 à 2019, on suppose, mais là je peux te le dire, c'est le cas, qu'Elisabeth Pasco est une sociologue, de la sociologue Elisabeth Pasco, paru en mars 2019, nous pouvons observer que sur la corrélation entre taux d'engagement associatif par niveau de formation, 21%, effectivement, on est sur des pourcents, tu regardes à chaque fois, hein, en général sur les documents de niveau terminal, même première, ils vous les mettent, hein, au niveau de ce que c'est, là, c'est des pourcentages, 21% des étudiants ayant obtenu un bac, il n'y a pas de notion sur est-ce que c'est un bac pro, un bac général, donc on dit juste bac pour pas s'en mêler les pinceaux,
ont subi ou se sont engagés dans un engagement associatif. Voilà. Voilà comment aurait pu être une lecture plutôt simple, mais efficace, et qui peut te rapporter des points. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à vérifier dans ces exercices-là, qui sont, j'avoue, hein, pas forcément très intéressants, c'est de vérifier si vous savez lire un document. Mais parfois, beaucoup sous-estiment cet exercice et oublient, si tu veux, la référence. Désolé pour les bruits là, c'est mes mails. Ils oublient la référence et donc ne lisent pas d'où c'est extrait. Bon, ça, c'est une erreur, ça. Faut vraiment le prendre en compte. D'accord? Ok. De toute façon, les données, j'ai toujours eu ce problème là-dessus. En fait, je comprends le document, mais j'arrive pas à l'expliquer. Oui, tu t'emmêles les pinceaux. Parce que, dis-toi, c'est pas, en fait, ta logique doit t'aider. Il n'y a pas 21% des étudiants en France qui ont le bac. Sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Tu vois. C'est inquiétant. Donc, il faut se dire, voilà, est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Il y a un peu plus quand même. On est sur 91% d'une classe d'âge qui a son baccalauréat. 21%, c'est le cas de pays sous-développés. Bon. Alors, maintenant, par rapport. Ça, on l'avait vu ou pas? Non, on Non. n'a pas vu. Non, c'est bien ce que je pensais. Alors, tu vois, moi, je prépare toujours mes cours pour tout le monde, mais surtout pour toi, parce que je pense que les documents, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider, hein. Moi, je travaille qu'avec ça, et je pense que celui-ci, enfin, ces deux documents ont leur intérêt. Alors, est-ce que tu peux me présenter les documents? Euh, je commence par lequel? Les deux. Ah, les deux en même temps? Ouais, les deux en même temps. Ah. Pourquoi je te dis les deux en même temps? Parce qu'en fait, au baccalauréat, surtout avec la réforme, on va vous demander de plus en plus et c'est normal de corréler les documents en fait. Pourquoi ces documents sont ensemble? Pour le coup, je les ai extraits d'une annale du bac, ces documents. Donc, ils ont été mis ensemble. Et en fait, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que tu comprends pourquoi on les a mis ensemble? Et si c'est le cas, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, il faut qu'on retravaille la lecture de doc. Euh, non, là, Tu comprends pas? Non. Ok. Alors, bah écoute, déjà, tu as deux documents. C'est quoi comme type de document? Tu sais, on va revenir aux bases. Le premier, c'est quoi? Un texte, Oui, donc c'est un document textuel. Le deuxième, c'est quoi? un graphique, C'est quoi l'adjectif pour les graphiques? euh, un graphique statistique. Oui, non, mais je veux dire, dans une copie, si par exemple, si je voulais dire nous avons deux documents dont l'un est textuel et l'autre, en l'occurrence, pas mettre statistique. Oui, tu peux mettre statistique à la rigueur, mais est-ce que tu as un autre synonyme? Euh, c'est pas une image, c'est une représentation. Oui, ça, c'est sur la nature. Et sur le type, bon, je vais te donner la réponse. On aurait pu dire que c'est un document numérique. En fait, pourquoi numérique? Parce que on va avoir des nombres dessus, des pourcentages. Et donc, en réalité, on a un document textuel et un document numérique. Et donc, ces deux documents-là, explique l'engagement politique dans les sociétés démocratiques. Ça, c'est l'explication générale. Dans le cas particulier, on a un extrait d'un ouvrage de Le Bon, et plus précisément, qui a été ensuite repris dans la revue Champs Social. Et là, je te dis ça alors que je l'ai pas lu, hein, tu vois, mais parce que c'est juste de l'analyse de documents. Et comme on voit que c'est entre guillemets, on comprend directement, c'est un article, d'accord, qui a été publié dans la 61e bulletin du Champ social en 2018. Bon, ça c'est la présentation du premier document. Deuxième document, on est sur un. Là encore, alors là je pense qu'on est sur une note, le bénévolat en France en 2017, état des lieux et tendances, qui a été, à mon avis, hein, commandé par le laboratoire d'économie et de management de Nantes-Atlantique, sûrement à une entreprise qui fait des études statistiques. On peut penser à Statista, qui est l'une des plus grosses entreprises françaises en stats, et donc qui a été paru en octobre 2018. Voilà, ça, c'est la manière, et normalement, on est là pour t'y amener, une manière d'analyser très rapidement les documents. Parce que tu ne pourras pas tous les voir, tu n'auras pas forcément le temps de faire tous les manuels, et donc d'avoir une bonne visibilité sur pas mal de docs. Voilà, ça c'est la lecture. Maintenant, par rapport à l'analyse, très rapidement, ça nous parle de quoi en fait? Du bénévolat et
Du temps de travail. Non, c'est pas le temps de travail, c'est... Sois plus précise dans le premier document. Moi, ce que je faisais à ton époque, c'est qu'en en fait, je regardais directement les termes clés. Là, je vois que il parle de il oppose. Bon, bah, directement, je comprends qu'on va être dans un document qui est contradictoire en réalité. On va opposer l'engagement militant à l'implication distanciée. Ensuite, bien évidemment, comme c'est un bon scientifique, puisque la sociologie est une science, il nous fait une définition, c'est normal. Et après, on arrive à une ouverture avec l'historienne Axel Brodier qui va apporter également des données d'enquête. Bon, en gros, un document, surtout les extraits de documents SES sont toujours construits comme ça. On part d'un postulat, d'un constat, on arrive à une distinction, et ensuite on arrive à une ouverture soit historiographique, soit économique. En l'occurrence, là, c'est une ouverture, pardon, sociologique. Bon, ça, c'est un peu comment procéder. Maintenant, pour le deuxième document, sur l'effectif des bénévoles selon le temps de bénévolat. Alors, bah là, bien évidemment, c'est des parts. Donc, qui dit part, il dit analyse détaillée de ces cotes-parts. Tu sais ce que c'est une cote-part ou pas? Non. Une cote-part, en fait, c'est un terme un peu plus précis pour désigner pourcentage. Pourquoi? Parce que parfois, les pourcentages dans des graphiques comme ça en bâton, c'est comme ça qu'on les appelle précisément, ça peut un peu vous embrouiller. Donc, c'est mieux de dire cote-part dans une totalité. En l'occurrence, c'est la cote-part des personnes, de la part dans les effectifs de bénévoles qui travaillent plus de 90 heures par an, elle est 34,3 points. Soit en code part, c'est point. Si tu veux utiliser pourcentage, utilise pourcentage. Mais il faut pas mélanger les deux. Alors, est-ce que tu peux me faire une lecture de la donnée 82,5? Là, ils t'ont aidé un peu. Du coup, je vais le supprimer. Attends. Mais je pense que tu l'as déjà vu, donc c'est trop tard. Alors, bah, triche pas du coup, hein. Attends, je l'enlève. Si t'ont mis une petite aide, hein. Bon, j'y arriverai pas, mais vas-y, je te fais confiance. Euh, 82,5% euh, de bénévoles travaillent plus de 90 heures par an. Très bien. C'est ça, absolument. Non, j'avais un petit doute, mais c'est bien. Tu as bien lu la donnée, très bien. Et maintenant, on va passer aux questions. À part si toi, tu as des questions sur ce document, enfin sur ce qu'on fait, sur le cours. Non, Est-ce que ça c'est... va. D'accord. Alors, j'efface juste mes gribouillis et je passe à la slide suivante. Alors, il y a trois questions. Là, on va vraiment prendre le soin, enfin, tu vas prendre le soin, et après je vais te corriger, de bien développer tes réponses. Hein. Et admettons, là, c'est vraiment l'épreuve bac, qui a quand même un gros coef pour cet examen. Et donc, on va répondre mais de manière précise. Quelle thèse sur l'évolution du militantisme est défendue par Jacques Ellul? T'inquiète pas, je vais te remettre les documents, je vais juste te présenter les questions. Qu'est-ce qui permet de remettre en cause cette approche? Bon. Et montrer que les données statistiques vont dans le sens de l'approche défendue par Axel Brodier. Là, j'ai repris à la ligne, ce que je fais pas d'habitude, mais à la ligne et au mot près, les consignes de l'ANAL. Donc, c'est vraiment niveau bac, j'ai rien touché, j'ai rien simplifié. Alors, je te remets les documents et je te laisse en prendre connaissance tranquillement. Tu me fais signe si tu as une question et tu me fais signe surtout quand tu as fini de les analyser. Ok? Ok. Vous pouvez remettre la question 1, s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, pour la question 1, T'as déjà lu le premier document? oui, D'accord. Alors, je t'écoute. vous pouvez remettre le document, s'il vous plaît. Alors, je t'en prie. Oh, attends. Parce que je me suis dit, t'as lu un peu trop vite, tu vois, mais moi, j'avais pas fini. Alors, ok, je t'ai remis le doc. Alors, je t'écoute. Du coup, Jacquion,
Il émet l'hypothèse d'une transformation des modalités de l'engagement politique. Ça, c'est de la paraphrase, ça. C'est Ouais. pas... Non mais je te le dis parce que moi on me l'avait déjà reproché à l'époque. Parce que, tu vois, on est tous passés par là. Ça c'est de la paraphrase. C'est-à-dire que là tu m'as juste repris le texte en fait. Tu m'as pas t'as pas changé les mots. Et au bac SES, ils sont super, super pointilleux là-dessus. Il faut vraiment trouver des synonymes. Bon, je vais t'aider. Alors, effectivement, il reprend l'hypothèse. Le document est bien écrit, hein. On va pas le réécrire. Il reprend l'hypothèse d'une transformation des modalités de l'engagement politique. Bon, maintenant, toi, tu cherchais un synonyme. Transformation, est-ce que tu as un synonyme de transformation? Euh, euh, Mutation, par exemple. oui. Voilà. Mutation. Maintenant, modalité. Ah, un terme plus simple. Personne n'utilise modalité dans une copie. Moyen. Ouais, ou Moyen. termes, ça marche? Comment? Des termes. Des termes, j'ai pas entendu. À la place de modalité, si on peut dire des termes. Des termes? Non, pas des termes, parce que le correcteur va pas comprendre forcément de quoi tu veux parler. Utilise plutôt moyen et il va un peu mieux cerner ce que tu veux dire. Parce que terme, c'est un peu trop compliqué. Donc ils vont un petit peu s'embrouiller. Alors, des moyens de l'engagement politique. Bon, là, ça peut être une reformulation, mais pour aller chercher les plus gros points sur ce type de questions, il faut certes reformuler, bien sûr, mais dépasser un peu. En fait, la question, je te la remets. Quelle thèse sur l'évolution du militantisme est défendue par Jacques Lyon? Ok, c'est ce qu'on vient de dire, mais va un peu plus loin. Comment tu peux étayer, et surtout comment Jacques Lyon étaye? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire étaye? Il explique? Oui, c'est ça. Et comment il explique sa thèse? Parce que même s'il ne te demande pas de le dire dans la question, il faut le dire. Sinon, le correcteur va juste penser que tu as remis texto le truc. Ok. Euh, Allez, je sais que tu peux le faire, mais faut essayer de pas paraphraser, quoi. Parce que sinon, il cherche à... J'ai pas les mots, mais... mais dis-le avec tes mots. Tu sais, t'es pas obligé de le dire avec les mots des sociologues. Dis-le avec tes mots. Et nous, après, on améliorera ce qu'il faut améliorer. Mais déjà, dis-le moi avec tes mots. euh, il cherche à défendre l'engagement militant par une certaine implication lointaine. Je sais pas comment expliquer. Alors, le début est bien. La fin, je pense que tu allé un peu vite. Mais le début est bien. Effectivement, ouais, il cherche, en fait, ce que fait Jacques Llon. Dans sa thèse, la thèse de Jacques Llon, parce que en réalité, là, il a écrit une thèse universitaire qui a ensuite été condensée là, dans ce petit article du champ social. Bah, en fait, il va chercher effectivement à montrer les mutations des modalités de l'engagement politique en France euh, dans le courant du XXe siècle. Et les conséquences, qu'est-ce que ça va être? Ça va être cette distinction-là qu'il effectue entre l'engagement militant et l'implication distanciée. Mais moi, ce que je veux, et ce que je veux que tu me dises, c'est qu'est-ce que l'engagement militant? Qu'est-ce que l'implication distanciée, en fait? Hein. Avec tes propres mots. L'engagement militant, c'est une forme d'engagement pour quelque chose, pas un parti, pas forcément un parti, mais une idée précise. C'est ça, je suis d'accord. Et l'implication distanciée? Euh, Bah, c'est quand on s'implique, pareil, pour une cause ou une idée, mais de façon reculée. Ouais, moi, je pense que j'ai donné des exemples, parce que là, c'est trop théorique, donc forcément, il faut des exemples. Et puis, ça fait toujours du bien d'avoir des exemples. Alors, sur l'implication distanciée, on peut prendre comme exemple, c'est le cas, mais parce que la dernière fois, tu me l'avais dit, et après, je suis allé faire des recherches sur ça pour pousser un petit peu, parce que je sais pas, la science infuse surtout, et je pense pas du tout, en fait. Donc, je suis allé faire des recherches, et effectivement, parfois, mais dans certaines conditions, le terrorisme islamiste, d'accord, peut être qualifié de militantisme. Tu m'avais interpellé par rapport à ça, je t'avais dit non. Et donc, tu vas voir où je veux en venir. Sur l'implication distanciée, dans les religions de manière générale, qui peuvent, dans leur cas extrémiste, être considérées comme
du militantisme, on a souvent de l'implication distanciée. C'est-à-dire que le croyant va rentrer dans une application distanciée puisque il peut sortir, il peut se désengager s'il le souhaite, du fait notamment d'un impératif de réalisation de soi par rapport à l'engagement militant. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans, ça arrive, mais ça reste plutôt rare en France, dans les conversions, hein. Souvent dans un sens bien précis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de catholiques qui se convertissent par exemple à l'islam, on observe ce genre de transfert que l'inverse. D'accord? C'est des religions et souvent qui communiquent pas entre elles. Donc on peut avoir ce type-là d'implication distanciée. Ça, c'est le point religieux. Maintenant, dans le point de vue politique, qui est pour moi une continuation de la religion, sur la politique, on va en effet avoir de l'implication distanciée dans certains groupes. Je pense ici. Ah tiens, ça va me permettre de réviser. Tu peux m'expliquer grosso modo comment fonctionne la gauche en France, là? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Euh, Attention, parce que tu m'avais la dernière fois, tu m'avais dit un truc pas. Oui, je crois que j'avais dit un truc de droite d'ailleurs. Ouais, c'est pas le cas. Euh, je sais que déjà à l'extrême gauche, il y a LFI C'est ça, et eux, ils ont une forme d'engagement au niveau du terrain, du coup non conventionnel. c'est ça, ouais. Mais à part LFI, il y a qui dans le bloc gauche en France aujourd'hui? Le Parti communiste, Très bien. Et enfin. euh, Les partis de gauche historiques, même si maintenant il fait 2%, 3% au présidentiel. Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle est de quel parti? Est-ce que tu vois déjà de qui je parle? oui, je vois qui c'est, mais alors là, je Elle est sais, elle est pas extrême droite, Anne Hidalgo. Elle est à gauche. Mais elle est de quel parti historiquement? je sais pas du tout. Ah non, ça tu es obligé de savoir. Je suis sûr que tu sais, mais que t'as un doute. Anne Hidalgo, elle est chez LFI ou elle est au Parti Socialiste? Socialiste. Bah oui, le Parti socialiste. Donc, parce que bon, j'ai terminé ma question. En gros, ce que je voulais te faire comprendre, c'est qu'à gauche, beaucoup plus qu'à l'extrême droite et à droite et au centre un peu fourre-tout qui est le centre macroniste, on va avoir beaucoup plus d'implications distanciées. Pourquoi? Parce que dans le bloc à gauche, en fait, à part, pour simplifier, mais je suis obligé de simplifier, mais il ne faut pas répéter ça dans une copie, à part les excités de la France Insoumise et de la NUPES, le bloc à gauche est quand même composé de personnes un minimum respectables dans le Parti socialiste qui peuvent assurer une certaine politisation des échanges et donc, les adhérents du Parti socialiste ont beaucoup plus recours par exemple, une implication distanciée que les adhérents de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, pour simplifier. Ils vont pas aller, les adhérents du Parti socialiste, dans la rue, casser, etc., et faire des manifestations ultra non conventionnelles. D'accord? Ils vont avoir un mode, un rapport surtout à la chose politique qui est beaucoup plus distancié. Donc, ils s'impliquent de manière distanciée. Et donc, en fait, bizarrement, c'est pour ça que le Parti socialiste a fait 2% à la dernière présidentielle, avec justement Anne Hidalgo. Non, 3%, faut pas lui enlever 1%. 3%, parce que en réalité, les adhérents n'ont pas un rapport hyper attaché à la personne qui peut représenter le parti, contrairement à la France insoumise. Et donc, en fait, ils peuvent se désengager à tout moment. Et comme ils peuvent se désengager à tout moment, on est dans un parti, un micro-parti, c'est ce qu'il est devenu, qui ne tient plus. Et ça, c'est un problème à gauche. C'est que là, la France insoumise, ça va. Le Parti socialiste, je viens de te donner mon analyse. Mais à droite, on est sur beaucoup plus d'implication, en fait, qui n'est pas du tout distanciée. On est sur une implication qui est super présente, où les personnes bah, participent totalement esprit et corps au parti politique, et parfois même, comme le dit là, le bon dans le texte qui est sous tes yeux, au détriment de sa vie privée. Et c'est ce qu'on retrouve encore plus dans l'extrême droite, et de toute façon dans l'extrême droite européenne en général. Voilà. Est-ce que tu as un peu saisi? Ouais, je comprends. Alors, est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire? Le Parti socialiste et enfin, les partis de gauche plutôt, ils ont des actions non conventionnelles
Et je sais plus le terme que vous avez dit exactement, mais euh, ils sont, Lequel? Parce que ils, j'ai déjà oublié de. J'ai dit quoi? et ils sont pas unis en gros. Ah, je sais plus ce que j'ai dit, mais bah, ils sont disloqués, oui, Et voilà. ils sont disloqués. Tandis que bah, la droite, bah, ils ont une implication très présente et ça peut mener jusqu'à leur vie privée. C'est ça? C'est ça. En gros, de manière schématique, c'est ça. Après, bien sûr, chaque individu est différent, mais nous, là, on fait de la socio, on est dans une approche qui est généraliste, on ne peut pas rentrer dans les cas particuliers. Mais en gros, c'est ce qui ressort de pas mal d'études sur ces différents bords politiques. Bon. Alors maintenant, je m'avais répondu enfin, à la question, on y a répondu un peu ensemble. Ça fait, à mon avis, je pense que tu as saisi ce qu'il fallait dire. Maintenant, sur la deuxième question, qu'est-ce qui permet de remettre en cause cette approche? Bah, chaque individu, il a la chance, enfin pas la chance, mais il peut se retirer d'un parti ou d'une idée quand il souhaite. Et c'est pas une forme d'engagement à vie. C'est ça. Mais après, moi, je pense, parce que c'est pas moi qui fais le sujet, mais je pense que là, dans la question, il voulait surtout te faire sortir, enfin, faire sortir de ta bouche que, en gros, la limite de cette approche, c'est que c'est une limite qui est datée, mine de rien. En fait, elle est datée. Parce que même si ce que je viens de dire, oui, bon, ça va dans son sens, mais parce que je suis là pour te rappeler des généralités. Bon. Maintenant, dans ce qui il est en train de se constituer sur 2027, je pense à la présidentielle 2027, dans 2 ans, même pas. On est sur un éclatement, en réalité, de ces deux bords. Bord droite, bord gauche. Là, c'est le grand flou. Et c'est le cas depuis 2017, en fait, avec le camp macroniste, le en même temps à gauche, en même temps à droite, et du coup en même temps un peu rien. Bah, cette analyse-là, elle commence un peu à être datée, puisque on est dans une France, c'est la France périphérique, pour reprendre une expression d'un sociologue assez intéressant, que je te conseille d'aller lire, c'est Jérôme Fourquet. Est-ce que vous l'avez vu en classe, Jérôme Fourquet? Non, pas du tout. Jérôme Fourquet, pardon, il a beaucoup travaillé sur ça, sur cette question de la dislocation des partis politiques, d'arriver à, c'est son expression, à un trou noir de la politique française. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a vu, enfin tu l'as vu avec le récent passage en force du gouvernement avec le 49.3. Est-ce que c'est quelque chose que Oui, t'as écouté? oui. Ouais. Il y en Alors, a eu il y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a une semaine ou deux là. non, ouais, il y a quelques jours. Et alors, qu'est-ce qu'on en a déduit par rapport à ce qu'on vient de dire? Comment on peut analyser ça? C'est 49.3 à répétition. Hein, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au gouvernement et au Premier ministre surtout d'engager la responsabilité du gouvernement et de faire passer une loi en force. En l'occurrence, là, c'était le PLLFS, c'est-à-dire le projet de loi rectificative de la sécurité sociale, qui comportait entre autres pas mal de... qui donnait surtout un budget à la France, c'est ce qu'on a dit pour résumer, en gros, et qui est un peu plus précis, on va pas rentrer dans les précisions, mais qu'est-ce que t'en as... Comment tu peux analyser ça par rapport à ce qu'on vient de dire? C'est- Est-ce que Bah, est-ce que c'est des formes d'action toi, te paraissent aller dans le sens de ce que dit Jacquion? Ou est-ce qu'en fait, on n'arrive plus vraiment à analyser le paysage politique et donc les militants? Hein. on peut plus vraiment comprendre dans le sens où enfin, la France est une démocratie, donc normalement on est censé avoir entre guillemets notre mot à dire. Ouais. Et bah, là, faire passer un 49.3, c'est bah, comme vous avez dit, passer en force. Donc c'est pas vraiment la devise de la France. Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire, c'est ça, ouais. Après, ça c'est des interprétations personnelles, mais Oui. c'est et c'est ça la difficulté dans la sociologie, et surtout là en SES, c'est qu'on vous demande de donner votre avis, mais en même temps, vous n'avez pas tellement le donner parce qu'il faut rester neutre. Bon, mais c'est bien de rester neutre, mais là, en l'occurrence, pour rester neutre, il faut donc en déduire que on est dans une... Et c'est pour ça que je te conseille d'aller lire au moins quelques pages de Jérôme Fourquet. Je te mettrai un lien pour aller le lire gratuitement sur une plateforme universitaire. C'est intéressant parce que c'est vraiment une France qui devient de plus en plus disloquée. Donc en fait, les adhérents, les bénévoles dans les partis politiques, etc., vont avoir beaucoup de mal
à s'y retrouver en fait en 2020 en 2027. À l'instant où on parle, il n'y a toujours pas de figure, à part les anciens, bien sûr. Marine Le Pen, qui a des déboires judiciaires, je ne sais pas si tu as suivi. Oui, Et à gauche, on n'a pas vraiment de personnalité qui émerge. On a qui? On a François Hollande, qui est un ancien président et actuellement député, bon, et peut-être qui souhaiterait redevenir président. Et on a Nicolas Sarkozy à droite, l'ancienne figure de la droite, qui aujourd'hui porte un bracelet électronique. Bon. C'est pas un paysage très certain. Donc en fait, l'engagement politique dans les sociétés démocratiques, il devient de plus en plus, mais vraiment de plus en plus, surtout en France, parcellaire, c'est-à-dire qu'il est morcelé et imprévisible. Moi, je ne suis pas en mesure de te dire qui a potentiellement des chances d'être élu présidente ou président de la République en 2027. Parce que ça devient de plus en plus compliqué à analyser. Tu vois. oui. Et toi, comment tu analyses cette situation? Euh, Bah, c'est vrai que enfin, je commence à avoir une certaine maturité, mais même avec ça, c'est un peu compliqué de comprendre le fonctionnement de la politique dans le sens où il y a toujours des nouvelles informations, de nouvelles informations, mais avec des personnes qui restent depuis des années. C'est ça, mais je prends un exemple, quelqu'un qui a grosso modo ton âge, enfin à quelques années près. Je prends Louis Boyard. Bon, Louis Boyard, tu vois qui c'est ou pas Louis Boyard? Oui, Ouais. Louis Boyard, il voulait être élu maire là, récemment. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il y a eu des élections municipales à Villeneuve-Saint-Georges, sa ville, en banlieue, en grande banlieue parisienne. Et bon, il n'a pas été élu, etc. Et beaucoup de gens sont moqués de lui, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ça montre, si tu veux, une certaine partie de la politique française qui maintenant peut prendre Jordan Bardella à l'extrême droite, qui maintenant se fait par les jeunes pour les jeunes, ce qui est une bonne chose en soi. Il faut que toutes les voix soient représentées, c'est l'essence de la République, mais en même temps, on rentre dans de la politique spectacle. Et donc, ça vient, c'est pour ça qu'en fait, on te dit que l'analyse de Jacques Lyon, elle peut plus tellement marcher, puisque l'implication distanciée, elle s'explique pas que parce que si tu veux, il y en a qui n'ont pas envie que leur vie privée se mélange avec la vie politique, ce qu'on peut comprendre, bien sûr. Mais il y a aussi un côté dégoût de la politique. Quand tu vois qu'un ancien président, il porte un bracelet électronique comme un vulgaire voyou, je parle de ça, Nicolas Sarkozy, ou que Louis Boyard, ça soit un influenceur et pardon, quelqu'un qui vendait du cannabis, ça me fait un petit peu rire. Bah, tu vois, on n'arrive plus trop à s'y retrouver. Donc c'est ça un peu le sentiment des militants en France. puis, alors, je ne sais pas si ça peut correspondre à cette situation, mais le fait que Jordan Bardella il soit venu, entre guillemets, comme ça d'un coup, qu'il soit assez jeune, il a eu une certaine sensibilité auprès des jeunes, notamment avec les réseaux sociaux. Enfin, j'ai trouvé que justement les jeunes allaient voter parce que bah, même s'ils ne connaissaient pas vraiment ses idées, bah, il est jeune, il est nouveau. Bah oui, mais tu as raison. En plus, là, tu soulèves un très bon point, bravo. C'est le fait est qu'en gros, mais ça, je vais le dire de manière un peu franche. En gros, les vieux décident de la vie des jeunes. C'est-à-dire que quand tu regardes qui vote le plus, c'est pas toi ou moi, hein. C'est essentiellement les personnes qui ont plus de 55 ans. D'accord? Donc, c'est à 70% des cas. Et peu importe l'élection, législative, européenne, présidentielle, municipale, départementale, tout ce que tu veux. Bon. Et là, Jordan Bardella et Louis Boyard à gauche ont essayé un petit peu de ramasser un petit peu les jeunes, mais en fait, ça marche pas vraiment. Parce que les jeunes, même si beaucoup sont pas forcément trop politisés, parce qu'en plein dans les études, en plein dans des réflexions un peu plus importantes pour eux à titre personnel et pas à titre collectif, vont pas voir en quoi un Louis Boyard ou un Jordan Bardella va leur donner plus d'argent dans leur bourse du Crous ou leur faire obtenir un master à la Sorbonne ou à Assas. Bon. Donc en fait, c'est de la politique chez les jeunes, elle n'arrive pas à être perçue comme quelque chose d'important parce qu'en gros, bon, il y en a qui disent fin du monde, fin du mois, même combat. Je sais pas si tu as vu ce slogan Oui, qui revenait pas mal dans les manifs. Ça peut être, oui, ça peut être véridique, mais d'un autre côté, en fait, enfin, pour être passé par la Sorbonne et par des établissements soi-disant prestigieux, en tout cas qui en ont l'air, en fait, à l'intérieur, les jeunes sont encore moins politisés qu'ailleurs. Parce qu'en fait, les combats là, qui sont les siens,
c'est les leurs, pardon, d'avoir des études dignes et d'avoir des rémunérations plutôt satisfaisantes, c'est pas du tout ce que les partis politiques ou les mouvements politiques vont défendre en fait. Eux, ils vont défendre des choses qui sont supranationales, donc qui sont européennes et qui sont à fond là en ce moment, à fond sur l'immigration. Donc ça convainc pas les jeunes. Et donc c'est pour ça que c'est le public, et ça Jacques Ellul le dit dans sa thèse, c'est pas marqué ici, que c'est le public le plus distancié en fait, Léa. C'est que vous êtes un public, je suis un public qui va pas forcément être intéressé par des thématiques lointaines. Je veux dire, la retraite, qu'on te parle de retraite, est-ce que toi, ça te mobilise, ta Non, retraite? plus du tout. Voilà, parce que c'est loin. Et de toute façon, je veux dire, quand on voit l'économie, quand on comprend l'économie, c'est super important. Attention, je dis pas qu'il faut faire que de l'éco et pas de la socio. C'est important. Oui. Mais quand on voit l'écho, on sait très bien que sur les prochaines années, sur ta décennie, sur ta trentaine, ta vingtaine, mais les emplois vont être de plus en plus précarisés. Le CDI, c'est un mythe. Je veux dire, c'est fini le CDI. C'est quelque chose qui est en train de totalement sauter. Il y a énormément d'indépendants. Si tu as lu de manière fine ce qui a été dit quand ils sont passés en 49.3 sur le budget, il y a eu un abaissement de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Ça a fait beaucoup parler. Est-ce que tu l'as vu? Non, ça me dit rien. En fait, c'est que les auto-entrepreneurs, ce qui représente environ 35% des actifs en France, c'est quand même important. Bah, au lieu si tu veux, de devoir de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée à 75 000 € de chiffre d'affaires, maintenant ils la doivent à 25 000. Bon. À 25 000 €, ça fait pas grand-chose. 25 000 € annuels, bien sûr. Ça fait pas grand-chose. Ça fait une rémunération à 1 700 à 1 800. Bon, ça te permet pas de vivre à Paris décemment. Mm. Ah, mais c'est des vérités, hein, c'est pas un avis euh, parce que je le dis. Ça peut vraiment, bah, économiquement, tu peux pas vivre dans les métropoles en dessous de 3 000 € par mois. Et ça, c'est pour ça que l'économie, c'est une chose importante et qu'il faut que vous l'étudiez. Ça vous montre des réalités. Mais ça, pour revenir à la socio, en réalité, là, dans ce document, c'est pour ça qu'il est important, je te conseille vraiment de le lire plusieurs fois. C'est que l'implication distanciée va avoir des effets économiques. La socio et l'économique communiquent, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc, là, en l'occurrence, c'est assez important de l'analyser. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été un peu synthétique ou pas du tout? Si, si, c'était très clair. D'accord. Alors, je continue donc sur la troisième question. Alors, montrer que les données statistiques vont dans le sens de l'approche défendue par Axel Brodier ou Brodiez. Je m'excuse, je sais pas, je connais pas son nom de famille. Alors, comment tu... Attends, moi-même j'ai oublié la question. Montrer que les données statistiques vont dans le sens de l'approche défendue. Ok. Bon, alors comment tu l'analyses, cette question? Euh, il faut regarder les données statistiques et voir si ça se rapproche de la théorie de... C'est une question? Non, c'est une Parce que information. je pensais que tu me posais une question. Non, Non, non. tu peux le dire. Si c'est une question, je peux te répondre. Non, non, c'est pas une question. J'étais en train de réfléchir, mais D'accord. Non, mais c'est dans le deuxième doc, hein. C'est pas dans le premier. Attends, tu me permets, je revois la question parce que je t'avoue que je la trouve pas claire. Montrer que les données statistiques vont dans le sens de l'approche défendue. Bah, ok, bon, je comprends ce qu'ils veulent dire, d'accord. ouais, je comprends pas trop là, enfin, le rapport entre le Axel et... Ouais, mais ça, en sociaux, ils adorent vous faire. Bon, là, je suis d'accord. Pour une fois, c'est vrai que là, c'est un peu du. Ils ont un peu essayé de les faire communiquer un peu de manière forcée, les deux docs. Bon, en gros, ce que dit Axel Brodier, c'est que bien sûr, dès l'après-guerre, donc dès 45, en réalité, les militants affiliés vont constituer une face émergée ou plutôt globale. Bon, là, elle a utilisé une métaphore d'un iceberg d'engagement plus distancié, que ni les dirigeants ni les détracteurs de la cause n'avaient d'intérêt politique à évoquer. Bon. Alors maintenant, par rapport à nos données, qu'est-ce qu'on observe sur les données par rapport aux militants affiliés? Euh, je sais Tu as pas. un joker là? Est-ce que tu veux un joker? Ouais, je veux bien. Alors,
On fait 50-50? Oui. Alors 50-50, bon, c'était quoi déjà? Alors il faut que tu me donnes quatre propositions. Pas 50-50. Alors, qu'est-ce que tu pensais là? C'était quoi les réponses pour toi? Est-ce que tu as déjà t'as J'ai compris la question? T'as même pas compris la question. j'ai pas du tout compris la question. Voilà, il faut faire l'appel à un ami. Bon, alors, la question, je t'avoue que moi, à la première lecture, c'est pas que je l'avais pas compris, mais c'est qu'en fait, elle est mal tournée. En fait, ce qu'ils veulent te donner, te faire comprendre, Léa, c'est que les données statistiques, c'est pas qu'elles vont dans le champ, c'est super mal tourné, elles vont pas dans le sens de l'approche défendue par Axel Brodier, elles viennent plutôt l'étayer, en fait, hein, parce que ça va pas du tout dans le sens. En fait, ce qu'ils veulent te faire comprendre, c'est que les militants affiliés, est-ce que déjà tu sais ce que c'est les militants affiliés? C'est les militants qui ont pas un parti, mais une idée précise. Ouais, c'est les encartés en fait, hein, c'est ceux qui ont la carte du parti. Ou c'était pas ça que c'était pas ce que tu penses. Ou on était loin là, t'étais pas sur ça. Ah. Non? Non, c'était pas ça. Bon, pas grave. Alors, les militants affiliés, c'est des militants qui sont encartés, c'est-à-dire qui ont une carte, en fait, hein. Tu sais, dans les partis, même le parti animaliste on a vu la dernière fois, enfin, tu t'adhères, il te donne une carte. Bon, ça fait joli, mais excuse-moi, c'était mon téléphone, ça fait joli, mais ça permet en tout cas voilà, de montrer qu'on a une appartenance politique à ce parti-là. Bon, là, c'est ça les militants affiliés. Donc, en fait, ce que Brodier nous dit, c'est que dès l'après-guerre, c'était un engagement plus distancié, mais qui était un peu dissimulé. Et par rapport à nos données statistiques, c'est qu'on voit en fait que la part dans les effectifs de bénévoles, là, qui travaillent 18 à 90 heures par an, c'est quand même assez, c'est moyen, c'est pas forcément très conséquent, elle est de 29,4%. Et cette même part-là, hein, cette même cote-part dans le volume du bénévolat, elle est de 14,8%. Bon, et ça veut dire qu'en gros, sur une catégorie plutôt large des militants affiliés qui vont pas forcément travailler plus de 90 heures par an, parce que mine de rien, plus de 90 heures par an, on est sur, c'est pas un emploi bien sûr, mais on est en tout cas sur une présence qui est assez forte. L'essentiel des affiliés, soit elle va être dans le rose là, soit elle va être dans le saumon. D'accord? C'est qu'ils vont en fait soit 18 à 90 heures par an, soit moins de 18 heures par an. Bon. Mais j'avoue que vu comment la question est tournée, en fait, on comprend rien. Mais j'espère que là, c'est un peu plus clair. Tu peux me dire si c'est pas du tout clair d'ailleurs. Si, si, je commence à comprendre là. D'accord. En gros, tu pars dans un parti politique, prenons les Républicains, parti politique à droite, ou par exemple, allez, non, prenons un truc plus drôle, le parti animaliste. Parti animaliste, tu prends un engagé, un militant. Il y a 45%, 50% de chance, une chance sur deux, que ça soit quelqu'un qui va être moins de 18 heures par an ou 18 à 90 heures par an. Et en fait, ce que Brody nous dit, en gros, c'est qu'après 45, il y a eu un effondrement, mais ça, c'est pas dit dans le doc, mais je te le dis, il y a eu un effondrement des idéologies, surtout en 91 avec la chute de l'URSS. Donc les deux grandes idéologies, le communisme et les démocrates, si tu veux, on commençait à s'éteindre tout doucement. C'était les deux gros blocs durant les deux guerres. Ensuite, on est arrivé à une ère un petit peu de la numérisation et de la mondialisation surtout. Et là, on est arrivé dans du militantisme qui est devenu de moins en moins idéologique et en fait de plus en plus personnel. Et les gens n'ont pas 90 heures par an, voire plus, à consacrer dans un parti politique. C'est quelque chose qui ne... Parce qu'il n'y a pas des élections chaque année, tu vois. Les grosses élections, elles Ok. sont tous les. Je prends par exemple l'élection présidentielle, elle est tous les 5 ans. Bon, ça nécessite pas un engagement plus de 90 heures par an. Surtout que c'est pas rémunéré. Enfin, attention, je dis pas qu'il faut pas faire les choses si c'est pas rémunéré. Ah, bien sûr. Mais ça montre quand même que ça relève plus du passe-temps. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, totalement, oui. Donc tu vois, moi perso, je les fais pas, tu vois. Les 90 heures par an pas rémunérées, franchement, ça Non, moi non m'intéresse. plus. Comment? Moi non plus. Mais t'as bien raison, tu vois. Je dis pas qu'il faut être capitaliste, mais le parti politique, ça doit être quelque chose, pour revenir un peu, et être un peu plus sérieux, c'est que ça doit être quelque chose qui doit être, en l'occurrence, passager, hein, qui doit être corrélé aux élections, aux mobilisations politiques en fait. Et c'est pas mal ce que Brodier veut nous faire comprendre, c'est qu'effectivement, et c'est une bonne métaphore, c'est la face émergée d'un iceberg. On a l'impression que
cette masse-là va aller au meeting, va donner de l'argent, parce que, bien évidemment, un parti politique ne s'autofinance pas, hein. J'espère que tu penses pas ça, hein. Non, non, Tu sais, il y a énormément de dons. D'ailleurs, pour revenir à Nicolas Sarkozy, j'ai rien contre lui, hein, parce que j'en parle beaucoup, mais malheureusement, il ne s'est pas illustré forcément que dans des bonnes choses. Il a levé pas mal d'argent pour sa campagne politique, ce qui lui vaut un procès aujourd'hui, une campagne de 2017, pour essayer d'être élu, de 2012, pardon, pour essayer d'être élu à la présidentielle, en sachant qu'il avait été président entre 2007 et 2012. Et donc, il a levé pas mal d'argent, 50 millions d'euros environ. C'est ce qui est, il est présumé innocent, bien sûr, mais c'est ce qui est rapporté par la justice auprès d'un dictateur. Donc, en l'occurrence, Mouammar Kadhafi, dictateur de la Libye, mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Et donc, oui. voilà, et donc cet acte de corruption, bah, montre bien, de toute façon, et on peut pas trop enfin, si on peut lui en vouloir d'avoir dépassé le plafond limite de 22 millions et demi d'euros et surtout d'avoir emprunté auprès d'indicateur. D'accord, ça c'est le côté moral. Mais l'autre côté factuel, c'est qu'un parti politique, bah, s'il a pas de thune, il a pas de thune, tu vois. Et donc s'il a pas de thune, bah, en fait, il peut rien faire, un parti politique. En fait, ils ont besoin, mais constamment, d'aller lever de l'argent, un parti politique. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin, et c'est ce que là Lionel Proutot nous montre dans son document en bâton, de personnes qui vont pouvoir s'engager gratuitement, tu vois. Et à ton avis, est-ce que ça va être les jeunes? Non, non. Ah non, ça va être les vieux. Les vieux, de toute façon, c'est une image, mais il leur reste pas beaucoup d'années à tuer, donc autant, si tu veux, s'engager dans des trucs gratuits, tu vois. Puis même, ils sont à la retraite, ils sont tranquilles. D'accord? Les jeunes, ils sont dans une... bah, je schématise un peu, Léa, hein, Oui, tu me oui. pardonnes, mais les jeunes, ils sont dans une phase active, donc bien évidemment, ils sont concentrés sur le marché de l'emploi, qui est de plus en plus précaire, comme je l'ai rappelé. Et donc, ils n'ont pas le temps d'aller consacrer plus de 90 heures par an. Je veux dire, tu calcules par rapport au SMIC ce que c'est, et je pense que tu vas te rendre compte que c'est pas rentable, tu vois, hein, 90 heures par an. Bon. Non, pas trop. Mais non, c'est pas du tout rentable. Et c'est pour ça que les partis politiques, ça c'est ma quatrième question, comme ça j'aurais un peu personnalisé tout ça. Ma quatrième question, je te la pose. Il faut me répondre de manière plutôt rapide, pas trop réfléchir. Est-ce que l'adhésion aux partis politiques en France périclite? J'ai pas entendu votre question, ça a coupé. Ah, et je disais, est-ce que l'adhésion aux partis politiques en France est en voie de... Est-ce qu'elle périclite? C'est quoi périclite? Périclite, c'est... comment te donner un synonyme? C'est... elle faiblit. Elle faiblit. Ça peut être ça, un synonyme de périclite. Euh, Bon, en gros, je vais faire plus simple. Est-ce que, elle part en sucette? un peu oui. Voilà, bon. Non, parce que parfois, faut être plus simple. Alors, oui, elle part en sucette. On est tous les deux d'accord. Mais pourquoi elle part en sucette, Léa? Bah, parce qu'il y a des jeunes qui déjà qui vont pas voter Et et t'as vraiment voté? ils votent à contresens entre guillemets parce qu'ils connaissent pas grand-chose à la politique mais ils veulent quand même s'engager politiquement. C'est ça. Toi, par exemple, là, est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as la majorité? Bah, depuis mardi, oui. Ah bah, ouais, alors, il y a encore bon anniversaire. Bah, est-ce que tu vas aller voter là, aux prochaines élections? Oui, mais sincèrement, je sais pas pour qui parce que je j'ai aucune idée. Bah oui, mais t'es une exception, parce que la majorité des jeunes, tu sais, ils s'en fichent totalement, hein. Mais si tu veux aller voter, demande ta carte électorale, hein. Au moins, parce que ça, ils ne te l'envoient pas forcément, donc Ok. demande-la. Mais aller voter, c'est bien, je t'y encourage, mais ce que tu remarqueras dans le bureau de vote, et je t'invite à le faire, c'est une expérience assez drôle, c'est qu'en fait, il y a vraiment, mais vraiment aucun jeune. Moi, je suis allé Bah, voter, récemment là. j'accompagne toujours mes parents depuis toute petite. Je vais dans l'isoloir avec eux parce que de toute façon, j'y comprends rien. T'as pas Et, le droit, normalement, d'aller dans oui, mais l'isoloir. quand j'étais petite, j'y allais jusqu'à mes 10 ans. Après, j'y Ah, vais plus. Et puis, j'arrivais même pas à lire, je pense. Et oui, puis, mais je t'as voyais remarqué, il vraiment. n'y a, y a- y a pas beaucoup de jeunes. Franchement, ils s'en Non, fichent. pas du tout. Après, ça va. Mais le problème dans ça, et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir des questions, tu sais. Enfin, tout dépend si tu prends les. Tu sais, après, je peux pas te conseiller à ta place, mais je te conseille. Enfin, allez, je me permets, je te conseille de prendre quand même la dissertation, hein, en SES. Pas Ouais, c'est ce que je forcément. voulais faire. Voilà, pas forcément. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai eu raison, visiblement. Mais l'analyse de doc, parfois, hein, parfois, c'est très compliqué
d'aller au bout des documents. Là, on peut le faire parce que on est dans le cadre d'un cours et donc les idées fusent un peu plus rapidement, mais dans le cadre de l'analyse de doc, on peut vraiment tomber dans de la paraphrase. La dissertation, elle oblige à vraiment sortir les connaissances, à vraiment sortir des choses, les mettre en forme. Et dans le cas de la mobilisation de connaissances dans des documents, c'est pas un exercice qui convient à tout le monde. Moi, je te conseille, si c'est de la socio, de prendre de la disserte, si c'est de l'éco, de prendre la disserte, mais pourquoi pas l'étude de doc, d'accord? Mais en socio, parfois, c'est pas forcément ce qui est préférable. Mais après, ça, on te le dira jamais. Oui. Ton prof ne le dira pas. Mais moi, c'est mon rôle un peu de dire un peu la vérité. C'est que l'étude de doc, parfois, c'est un exercice qui est un petit peu compliqué. C'est que c'est des documents qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Je veux dire, c'est un petit peu artificiel, tu vois. Bah, Lionel Proutot et Le Bon, ils travaillent pas du tout ensemble, ils n'ont pas la même école, l'école de pensée, ce que je veux dire. Donc en fait, on force un peu les documents. Donc c'est pas forcément facile à comprendre. Bon. Alors, est-ce que tu as des questions sur cet exercice? Non. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est en réalité, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit point de cours. Je vais te demander, on va inverser les rôles, tu vas me faire pas le cours, parce que il ne reste pas beaucoup de temps, mais tu vas m'expliquer un peu, m'expliquer le chapitre en fait. Parce que ton évaluation, elle est quand? Tu peux me le rappeler? Lundi. Lundi, bon, ça va, t'as encore un peu de temps. Alors, explique, normalement, tu es censé avoir, on est mardi, si tu es une élève studieuse, ce que je pense, tu es censé avoir fini tes révisions. Bientôt. Ah, tu devrais avoir fini tes révisions. Bon, alors, tu vas m'expliquer en 5 minutes chrono, et je mets le chrono, hein, donc je te coupe si c'est pas fini, vraiment. Donc, tu m'expliques en 5 minutes chrono le cours. Euh, Il faut que ok. ça soit bien fait, hein. Non, mais c'est un exercice vraiment important. En fait, là, c'est l'exercice, mais je vais pas te forcer à le faire parce que t'es pas une enfant non plus. C'est l'exercice de la page blanche, en fait. La page blanche, dit comme ça, c'est un peu l'air con. C'est un exercice où tu prends une page blanche, d'accord, tu l'as compris, et où tu notes à chaud ce que tu comprends du cours. Et ça permet vraiment de voir ce qui cloche, en fait. C'est le meilleur exercice possible, à mon avis. Donc là, ce que je vais te demander, c'est d'y aller franco, mais pas de l'écrire, et de m'expliquer, de me résumer le cours, en fait. Et après, sur les 5 minutes restantes, on va faire un récap ensemble. Alors, je t'écoute. Déjà, il y a des formes conventionnelles et non conventionnelles. Donc, non conventionnelles, c'est des choses par, entre guillemets, la force. Donc, tout ce qui est manifestation qui entrave la vie publique. Et conventionnelles, par exemple, les affiches collées, ça, enfin, ça importe personne. Ensuite, on a plusieurs partis politiques. Il y en a, ils sont assez impliquées et présentes, notamment la droite, contrairement à la gauche qui, elle, a des actions bah, justement non conventionnelles. Euh, on peut retrouver aussi des minorités silencieuses. Euh, par exemple, c'est de se faire entendre. Donc, notamment, je crois qu'on avait donné l'exemple de Paris. Euh, on peut retrouver de la surproduction. Enfin, il faut éviter justement une certaine surproduction. Ça peut éviter la pollution. Il ne faut pas penser qu'à soi, par exemple, en prenant quelque chose de bio, parce qu'il y a forcément un impact au niveau de l'empreinte carbone. Euh, euh, Ah, en ce je qui... rigole. Je sais pas. Alors, vas-y, continue, c'est bien. J'allais te dire que c'était bien. Alors, continue. En ce qui concerne les implications distancées, on peut parler du terrorisme, mais aussi des partis de gauche, et ça peut aussi avoir un effet économique sur le pays. Euh, là, je Fais sais pas pas. attention à ce que j'ai écrit, hein. Alors, continue. Ok, ok. Euh, Alors, tu bugs? oui, là, je... Non, mais c'était bien ce que tu disais. Tu étais sur les implications distanciées. Non, mais j'écoute hein, sur le terrorisme, etc. Je fais une pause sur le chrono. Le terrorisme, c'est bien de le citer dans un cas où on va avoir un document ou qui va vraiment déboucher là-dessus. Mais sur les implications distanciées,
prends juste l'éclatement des partis politiques qui va découler sur des publics plutôt avertis comme les jeunes, et donc ils vont être sur de la distanciation. Voilà, j'ai terminé. Alors je te laisse Ok. poursuivre. Euh, Après, je sais que dans mon cours, on avait déjà vu plusieurs types d'abstentionnistes. Il y a ceux qui sont, entre guillemets, dans le jeu, donc tout ce qui parle des jeunes et des personnes plutôt diplômées, et hors jeu, donc des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément la majorité, ou même qui ont la majorité, mais qui n'ont pas de compétences politiques, qui sont peu diplômés et qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas, pour cette politique. Il y a un militantisme partisan, c'est pour conquérir le pouvoir, donc par exemple coller des affiches, et le militantisme associatif, donc là c'est plutôt une sorte d'influence enfin, pour la population. Par exemple, ça peut être avec certains slogans chocs. Euh, la justice, euh, ça peut influencer des, euh, à l'engagement justement politique, enfin je sais pas comment l'expliquer ça. Euh, Le... Alors, à ton avis? Ah, je t'aide un peu, je suis gentil, hein. Alors, concernant l'engagement. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit, l'engagement politique? Oui, mais après, tu disais quoi? il peut différer selon l'âge, Ah oui, la catégorie socio-professionnelle, mais aussi le sexe et le niveau de diplôme. c'est ça. Euh, T'avais juste. Ah, ok. Alors, continue. S'engager, ça peut permettre à la population, enfin, ou à des individus de développer des certaines connaissances ou déjà s'engager politiquement, c'est pas rien, c'est un avis personnel. Euh, Certes, il est entre guillemets privé parce que on sait pas, enfin les gens autour de nous savent pas pour qui on a voté, mais on s'implique quand même dans la vie politique de la France. Euh, Oui. Là, je j'ai plus d'idée là. Ah, c'est déjà bien, hein. Alors, je suis content de toi. Ça montre que tu t'endors pas pendant nos cours. Alors, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne synthèse. Mais enfin, je vais pas lire ce que j'ai marqué. Mais en gros, faut veiller à un peu plus définir les termes, hein, un peu plus précisément les termes. C'est un peu, tu sais, c'est un peu le même constat que j'ai, hein, à chaque cours, hein. Faut vraiment que tu définisses un peu mieux les termes. Mais d'où le fait est de lire parfois des extraits. Par exemple, là, l'archipel français du sociologue français Jérôme Fourquet, ça peut tout à fait t'intéresser, mais je sais que c'est un livre qui est un peu long, qui n'est pas forcément très sexy, donc il faut peut-être lire des extraits ou regarder des interviews. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais beaucoup des interviews. Soit par exemple sur le site de l'INA, là, bon, là, c'est un petit peu daté, hein, mais par exemple pour Pierre Bourdieu, etc., enfin, tous les sociologues qui sont maintenant décédés et dont les livres sont trop compacts à la lecture. Et par exemple, pour Jérôme Fourquet, il donne beaucoup d'interviews sur Quotidien. Est-ce que tu connais Quotidien? Oui. Voilà, bah, avec Yann Barthès, il donne beaucoup d'interviews parfois à l'occasion de ses parutions de livres. Donc ça peut être quelque chose qui peut te permettre de te démarquer dans tes copies, de citer Ok. Jérôme Fourquet ou d'autres sociologues. Voilà. Mais en tout cas, concernant les catégorisations, il faut veiller un peu plus à mieux les définir. Mais c'était en tout cas une bonne synthèse. Si je devais la noter, je mettrais 7, pas sur 20. Ah oui, 7 j'ai eu sur, peur. 7 sur 10, c'est bien. Il faut poursuivre en ce sens. Et, euh, et à mon avis, pendant le stage de révision, d'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais voir quoi pendant le stage de révision? Du coup, le nouveau chapitre qu'on va commencer, mais je j'ai pas encore le nom du chapitre. D'accord. Tu sais même pas si c'est de l'écho? Ah non, je sais pas du tout. Elle a dit qu'elle nous le donnerait dans la semaine, là. Bon, bah dès que tu l'as, tu me le donnes, hein. D'accord. Et Là, aussi, il faudra que je vous envoie, elle nous a donné, au niveau de la dissertation, ce qu'on devait faire lundi prochain. Elle nous a donné les consignes. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de la dissertation. D'accord. Bah, envoie-moi
les consignes, comme ça on jettera un coup d'œil. Mais rappelle-moi, c'est une dissertation que vous faites en classe ou vous devez rendre? En classe, et que du coup, bah, on doit rendre à la fin de l'heure. Enfin, on a 2 heures pour le Oui, faire. d'accord, c'est un DS en fait. Oui, c'est ça. Et ce DS, il est quand? Il est lundi. D'accord, ok. Bah, si tu m'envoies les éléments, oui, je pourrais jeter un coup d'œil. Ça pourrait te permettre de mieux cerner les attentes. Ok, bah, j'essaie de vous l'envoyer juste après le call. Parfait. Parfait. Bah écoute, je te remercie pour ton attention et je te dis donc à mardi prochain. Ok, Merci à toi, Léa. Bonne soirée. bonne soirée. Merci.